Mostervinou qui est sur ses appuis, qui remet à Moulumba. Attention, il va y laisser. Il va y laisser. Colby, un 2 contre 1, magnifiquement joué pour le premier essai du match de Yoann Hugier. Regardez, attaque de Thibaut Pinot. Yann Potiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Avec Nori Benaliba. Le but énorme. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans la feuille de match Club Toulouse et on est toujours en vidéo pendant le confinement avant de retrouver le studio de Radio Occitania. Beaucoup de monde aujourd'hui pour ce numéro. On a voulu réunir pas mal de monde pour parler d'un thème qui est le handisport avec ses pratiques, le sport adapté, le sport pour tous. On a différents experts autour de la table. On va commencer déjà avec Nathan. Comment ça va? C'est ça. On appelle le handicapé le plus célèbre de la feuille de match. Voilà. Voilà. Ça commence bien, allez. Ça commence bien. À côté de moi, vous voyez, donc il y a Clara qui sa première émission depuis le début du confinement. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Bon. Est-ce que tu supportes encore l'animateur de la feuille de match? Je supporte. Je promets. Xavier? Bah ça va, moi c'est bon, hein, je suis là depuis le début, donc tranquille. Et on a donc une cinquième personne autour de cette table numérique, vraiment pourri comme lancement. C'est Jonathan, donc le capitaine de l'équipe du Toulouse Foot Fauteuil Club, qui est avec nous pendant l'émission. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Je viens faire concurrence à Nathan, du coup, pour prendre le rôle de l'handicapé de la feuille de match. On verra bien. On gardera que le meilleur, bien sûr, voilà, à la fin de l'émission. Vous pourrez voter. Donc, avant de... Il ne peut en rester qu'un. Exactement. Avant de passer donc, à l'émission et à l'interview de Jonathan pour aussi découvrir son club et son sport, on va faire un petit tour des news de clubs plus classiques, Club Toulouse. Xavier, tu avais une grosse actu apparemment pour le Toulouse Métropole Basket et même une exclue, il paraît. Ouais, grosse actu parce que la semaine dernière, c'était en gros toutes les annonces un petit peu de signature, de prolongation de contrat, etc. au TMB. Donc on en sait un peu plus sur les contours de l'effectif 2020-2021 du coup, avec à noter plusieurs départs. Bon, on le savait, les deux américaines sont rentrées au pays. Ça c'est classique, hein, de toute façon que les joueuses étrangères ne restent qu'un an dans un club français, en particulier les américaines qui bougent beaucoup au cours de leur carrière. Et après, bon, il y a d'autres départs parce que de toute façon, en basket, souvent, et à ce niveau-là, les contrats sont souvent de 1 ou 2 ans seulement. Donc là, quasiment tout l'effectif arrivait en fin de contrat. Donc on a d'abord plusieurs prolongations. Alors les 3 pépites du centre de formation, donc Marine Moulumba, Margot de Freitas et Noémie Brochant, qui toutes les 3 prolongent d'1 an. C'était de toute façon dans la politique du club, hein, de s'appuyer sur les joueuses du centre de formation, et elles ont toutes les 3 eu de plus en plus de temps de jeu cette année, au point parfois de devenir des indéboulonnables. Je pense à Marine qui vraiment a épaté un petit peu tout le championnat et qui a bien résisté, qui a quand même qui s'est imposée carrément au poste de meneuse, alors qu'elle avait quand même une cliente en face d'elle avec Sarah Aledjian qui finalement rentrait plus sur le poste 2. On a la bonne nouvelle, c'est aussi la prolongation de la capitaine Isabelle Strunk, donc qui prolonge pour 1 an. Et ensuite, donc, on a alors le départ acté de Lucie Carlier, qui a signé d'ores et déjà dans son prochain club. Alors, c'est un club tango, mais non, ce n'est pas un club de première division. Elle a signé à la Glacerie en Normandie, voilà, en 3e division. Donc, pour 2 ans, elle a signé. Donc, ce qui est un signe plutôt positif pour elle. Voilà, elle a 29 ans, elle va arriver dans un club qui, je pense, vu son niveau, a de l'ambition, et elle va arriver comme cadre de l'équipe de toute façon. Donc c'est plutôt sympa pour elle comme nouveau challenge. Et ensuite, la dernière joueuse de l'effectif, c'est Maud Stervinou qui, a priori, ne prolongera pas son contrat.
on ne sait pas encore où est-ce qu'elle va rebondir, mais de toute évidence, son avenir s'écrit loin de Toulouse. D'accord, donc c'est quand même un scoop là. C'est quand même un scoop. Et alors, par contre, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé à l'heure où on enregistre au niveau des arrivées. Mais il va falloir s'activer. Enfin, je pense que le club s'est déjà activé. Hein. C'est pas, Oui, c'est juste que ça n'a pas été officialisé quoi, pour le moment, c'est ça. c'est juste que voilà, il y a rien d'officiel. Mais c'est dans le sens où il y a un effectif à reconstruire complètement, puisque là, du coup, il n'y a que 4 joueuses qui sont professionnelles. C'est Donc, compliqué. voilà, ça veut dire entre 4 et 6 arrivées, a priori. Donc, ça laisse quand même de la marge et on va avoir un effectif vraiment un new look avec toujours la capitaine Isabelle Strunk et les 3 du centre de formation qui prouvent bien aussi la puissance de la formation toulousaine. D'accord, donc ça promet un été et un printemps mouvementé niveau mercato pour le TMB. Deux, Oui. trois petites news des clubs qu'on a l'habitude de suivre. On avait déjà parlé donc, du hockey des Beluga avec cette fin de saison aussi prématurée. On avait fait déjà une première émission. On va parler rapidement, très rapidement du Phoenix qui, donc, le handball, le championnat est terminé. Donc, la Lidl Star League reste figée à la dernière journée qui a été jouée. Pour le coup, donc, le classement et le classement définitif, il sert donc de qualification en Coupe d'Europe. Ça fait donc que le Phoenix qui termine quatrième est donc qualifié pour la Coupe d'Europe, la deuxième Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, quand même une belle performance. Et pareil, il y aura aussi des mouvements au niveau départ arrivé pour le Phoenix. Les Spacers en volée, on aura l'occasion d'en reparler. On devrait réussir à faire une émission avec eux d'ici quelques jours, quelques semaines. Pareil, là aussi, le championnat est figé. Donc, il n'y aura pas de play-off. Le Tour donc champion de France par rapport au classement. Et donc, après, les autres équipes par rapport au classement seront qualifiées en Coupe d'Europe. Pas de play-off. Donc, pas de descente non plus, comme aussi en Lidl Star League. Et seulement des montées. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Et pareil, il y aura aussi du mouvement qui a déjà été annoncé par les sponsors avec déjà des départs et des arrivées actés. Ça sera l'occasion d'en parler. On va passer à l'interview. De toute façon, pardon, je te coupe. Vas-y, De toute vas-y, t'inquiète, façon, t'inquiète. au niveau du volet, le fait de ne pas avoir de descente s'explique par la stratégie de la Ligue d'ouvrir d'année en année la première division. C'était dans la politique déjà Normalement, prévu. c'était acté, si je ne dis pas de bêtises, c'était acté pour l'année suivante. Et donc, ils ont Ouais, avancé un an à un an. Du coup, ils se sont servis du contexte particulier. Mais je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler avec Bastien. Il y aura toute une bien partie sûr. économie à revoir, mais ça concerne vraiment tous les sports pour le coup. Ouais. Allez, on va passer à l'interview, mais juste avant, jingle. Après 11 victoires d'affilée, perdre à la maison, ça fait un choc. Les joueurs sont restés au vestiaire pour se dire un petit peu leur manière de penser, un petit peu leur vérité. Et on a failli plusieurs fois passer 8e, mais il nous manquait un peu d'expérience, je pense. On n'oublie pas que voilà, on n'est quand même pas super loin non plus de l'Europe. Et on commence donc cette interview de la feuille de match Club Toulouse spécial handisport avec Jonathan Détrier, le capitaine de l'équipe du Toulouse Foot Fauteuil Club, le TFFC. Donc déjà, merci d'être là avec nous et de nous parler de ton club, de ton sport. Est-ce que tu peux te présenter quelques mots, ton parcours, voilà, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, j'allais dire, nos followers, on va dire. Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc du coup, comme je l'ai dit, je m'appelle Jonathan, j'ai 22 ans et donc je suis étudiant sur Toulouse depuis 5 ans dans l'informatique et la gestion d'entreprise. Je fais du foot fauteuil donc au Toulouse Foot Fauteuil Club depuis 5 ans, depuis que je suis arrivé à Toulouse. Mais ça fait 15 ans que je pratique ce sport. En fait, je suis devenu fan du ballon rond avec le coup de boule de Zizou en 2006. Pas mal comme anecdote, ça, là, c'est le début de cette passion. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles de ce sport du foot fauteuil, comment ça se joue, tous les points clés pour le comprendre et le suivre? Oui, alors le foot fauteuil, c'est un sport qui est destiné aux personnes avec un handicap moteur plutôt lourd. Donc, ça se joue dans des gymnases sur un terrain de basket, sur le tracé d'un terrain de basket, sur lequel on rajoute juste des surfaces de réparation comme au foot, qui font 6 mètres par 8 mètres, si je ne dis pas de bêtises, ou non, 8 par 5, pardon. Et donc, du coup, en fait, ça se joue à 4 contre 4, c'est un fauteuil roulant électrique. Il y a autant de remplaçants qu'on veut et de changements au cours du match parce que,
En fait, le foot fauteuil, du coup, c'est aussi un sport mécanique puisqu'on utilise des fauteuils électriques. Et donc, du coup, on n'est pas à l'abri des pannes de fauteuils assez fréquentes. Du coup, en règle, on va retrouver quelques règles du football valide, on va dire. Les touches, les corners, les 6 mètres, les penalties. Quand il y a des tampons, c'est des fautes. Il y a carton jaune, carton rouge, expulsion. Simplement, on a enlevé la règle du hors-jeu parce que du coup, on n'est que 4 joueurs sur le terrain. On met vite fait l'adversaire hors-jeu, quoi. Et il y a 2 règles qui ont été créées pour pouvoir espacer le jeu, en fait, pour éviter que le jeu soit trop étriqué, qu'il n'y ait que des fauteuils contre fauteuils. La première, c'est qu'il y a le droit qu'à un seul défenseur en plus du gardien de but dans la surface de réparation. Donc, en fait, il peut y avoir les 3 attaquants parce que du coup, il y a 4 joueurs, donc un gardien et 3 joueurs de champ. Et donc, il peut y avoir qu'un seul joueur en défense, mais par contre, les 3 attaquants peuvent attaquer en même temps. Et l'autre règle, par contre, pour éviter que les fauteuils se bloquent les uns les autres, c'est que, à part le gardien, alors là, c'est un peu technique comme règle, c'est qu'à part le gardien, tous les joueurs doivent rester à 3 mètres de distance les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a le ballon, qu'il y a 2 joueurs qui sont au duel des 2 équipes opposées, les joueurs qui sont autour doivent être à au moins 3 mètres du ballon, de manière à ce qu'on ne fasse pas de bloc sur les fauteuils. D'accord, Contrairement c'est à bien d'autres contraire, en sports. fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est du 1 contre 1 où après on peut faire des passes et ensuite une personne peut suivre un ballon, mais il faut éviter que 2 personnes viennent. C'est la règle du 2 contre 1 en fait, donc c'est ce que tu dis. Ouais, on a le droit que d'être 1 contre 1 sur le ballon en même temps. D'accord. Donc oui, c'est quand Voilà. même des règles adaptées, mais on garde quand même pas mal de côté du foot aussi. C'est ça, c'est l'esprit du foot. Après, le ballon, du coup, il doit rester au sol aussi parce que les fauteuils, ils tapent à 40 km/h. Donc, du coup, s'ils se décollent, on a vite fait, on est déjà assez handicapé comme ça, on va éviter de nous en rajouter. Donc, voilà, donc il y a ces règles-là. Et après, un match dure 2 fois 20 minutes avec 10 minutes de pause. Et souvent, en fait, on fait plusieurs matchs sur un week-end, en fait. D'accord. Tu parlais donc des fauteuils électriques. Comment ça se passe? C'est des fauteuils qui appartiennent aux joueurs, le club prête, c'est des fauteuils standards, tout le monde les mêmes, ou c'est des fauteuils différents? Comment ça se passe, les normes à ce niveau-là? Alors, en fait, il y a des fauteuils qui sont homologués pour faire le foot fauteuil. Ce n'est pas les fauteuils qu'on utilise au quotidien. Et ça dépend vraiment d'un club à l'autre. Moi, par exemple, à Toulouse, j'ai mon propre fauteuil que je me suis financé. Et les autres ont des fauteuils que le club avait financés. Parce que moi, comme je suis arrivé au club, j'avais déjà mon fauteuil d'avant, on va dire. Et donc, du coup, ça dépend vraiment d'une équipe sur l'autre et selon les moyens des clubs, des joueurs, etc. Et les fauteuils, alors en compétition, il y a un fauteuil qui se démocratise de plus en plus parce que c'est le plus performant. C'est celui qu'on appelle le Strike Force, c'est son nom. Et sinon, en fait, il y a plusieurs autres catégories, modèles de fauteuils, mais qui sont moins performants, moins puissants, et donc du coup, forcément, qui sont moins avantageux quand on fait de la compétition. Justement, tu parles de ces fauteuils. On sait que malheureusement, un de ces freins au développement aussi du handisport, c'est le prix des accessoires, des fauteuils aussi adaptés. Tu connais à peu près le tarif d'un fauteuil, ce fauteuil du Striker que tu me disais? Ouais, le Strike Force, il est aux alentours de 12 000 euros. D'accord. Donc, ça représente un coût, sachant que comme c'est un sport comme c'est un fauteuil qui est dédié à la pratique du sport, il n'est pas du tout financé par des organismes ou quoi, comme nos fauteuils de vie. Donc, du coup, ça représente un coût quand même très important. Je sais que, par exemple, nous, à Toulouse, on a maintenant 6 fauteuils du club. Mais chaque année, on a des gens qui nous demandent de temps en temps de vouloir pratiquer ce sport, qui nous demandent à intégrer le sport. Mais le club n'a pas forcément les moyens de payer du matériel et les personnes non plus. Donc, du coup, c'est ça qui est le plus compliqué pour un club, quoi. Justement, ton club, le Toulouse Foot Fauteuil Club, est-ce que tu peux un peu nous le présenter et aussi nous dire tes fonctions au sein de cette association? Parce que tu n'es pas seulement un joueur, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, je suis secrétaire depuis maintenant 1 an. J'étais secrétaire adjoint l'année précédente. Et donc, du coup, c'est une association et un club qui a été créé en 2012, mais qui a commencé seulement en 2013 à jouer, quoi, à se présenter en compétition. Et donc, ça a été créé à la base par 4 étudiants toulousains, 4 jeunes toulousains, en fait, qui venaient du centre Jean Lagarde, donc, qui est à Ramonville. Et de là, ils ont voulu créer leur propre club parce qu'il n'y avait pas de club de fauteuil sur Toulouse. Et donc, c'est quand même Toulouse, la 4e ville de France.
Donc, ils ont voulu remédier à ça en créant eux-mêmes leur propre association. Et là, du coup, on a toujours certains d'entre eux qui sont encore dans le bureau et joueurs. Et donc, voilà, c'est un club qui a commencé directement en Division 2 parce qu'ils ont pu continuer leur progression par rapport à l'équipe où ils étaient avant. Et on est actuellement en première division, du coup, donc parmi les 10 premières équipes de France. Il y a combien de divisions en France? Alors, en France, il y a 4 divisions, mais c'est assez particulier. Les 3 premières divisions, donc les 2 premières sont de 10 joueurs, la 3e, 8 joueurs, et en fait, la 4e division, elle est découpée par région. Et ensuite, il y a une poule finale à la fin de l'année entre les vainqueurs de chaque région pour voir qui accède à la D3. Pour venir à l'association, vous avez combien de licenciés aujourd'hui, à peu près? Alors, en joueur, on est 7. En joueur, on est 7 joueurs. Et par contre, on a pas mal de cadres, d'entraîneurs, de bénévoles. Parce que forcément, quand on se déplace sur un week-end, étant donné notre handicap, on a besoin de monde qui nous suivent. Donc, on part généralement à 14. Donc, on a une délégation de 7 joueurs, 7 accompagnants. D'accord. Donc, tu parles championnat, vous êtes actuellement en première division. Comment ça se passe? C'est des matchs aller-retour? Tu me disais plusieurs matchs sur un week-end. Ça se passe comment le rythme de la saison? En fait, c'est assez particulier parce que du coup, voilà, comme c'est un sport qui reste un sport amateur, on va dire, un handisport, on organise des tournois. Donc, on a 5 tournois par an. Ça, c'est la fédération qui les organise. On reçoit une fois à domicile et les 4 fois, on se déplace. Et donc, on joue entre 3 et 4 matchs par week-end. Donc, c'est des matchs aller-retour. C'est un championnat normal, mais c'est juste qu'il est organisé sous forme de journée de championnat, en fait. Les déplacements, c'est assez loin, j'imagine? Parce que si tu me parlais de poule nationale. Oui, c'est ça. On va vraiment partout. Cette année, on est allé à Lorient. Et bon, là, il y a eu, du coup, avec le confinement, ça a annulé la fin de la saison. Mais on était censé aller à Troyes, à Auch, ça c'est un petit déplacement, et à Montpellier. Il y a des équipes qui sont à Lille, à Paris, dans le sud-est de la France aussi. C'est vraiment partout en France. Donc, du coup, tu as fait qu'un seul tournoi cette année, c'est ça, championnat? Comment? Vous avez fait combien de tournois en championnat cette année, du coup? Cette année, du coup, on a fait qu'une seule journée, la journée de Lorient. On était censé recevoir pas terriblement, on va dire. D'accord. Non, on a eu des petites difficultés et on a fait un match nul pour 3 défaites. Donc, on n'a pas bien entamé le championnat. On voit vraiment l'esprit qui est PC là. Ah oui, non, mais c'est clair. C'était assez compliqué. Mais on va dire, ouais, cette année était compliquée. Vous allez rester en première division l'année prochaine? Ouais, du coup, comme cette année, le championnat a été annulé, on fait saison blanche. D'accord, ok. Donc, ils ont pris la décision de la saison blanche, d'accord. Très bien. Ouais, c'est ça, c'est saison blanche en première division, a priori. Et puis après, on avait joué que 4 matchs sur 18 aussi. On n'avait pas forcément commencé par les moins bonnes équipes. D'accord. Donc, vous organisez des choses aussi sur Toulouse, des tournois, des événements avec le club? Oui, avec le club, du coup, donc on a un tournoi par an où on était censé recevoir début mars. Et donc, du coup, avec la pandémie, ça s'est annulé. Sinon, on organise, il y a aussi une Coupe de France en parallèle. Donc, ça, c'est régional et pareil, il y a un plateau final national. Donc, du coup, ça, en théorie, on y participe chaque année. Donc, ça, c'est pareil, on peut l'organiser, souvent la phase régionale, du moins, sur Toulouse. Et après, on fait des fois des démos, c'est arrivé, notamment sur tout ce qui est démonstration, manifestation, événements où toutes les associations sportives sont réunies. Comme il y a eu le cas, par exemple, au décathlon de Escal 15, ce genre de choses. Il y a Handisport, en fait, aussi, chaque année, qui a lieu sur la place du Capitole et où, en fait, toutes les associations sportives Handisport de la région se réunissent. D'accord, oui. Donc, vous avez quand même, vous avez la possibilité d'avoir de la visibilité et qu'on arrive à parler de vous quand même. Oui, on essaye en tout cas pour faire découvrir ce sport et le handisport en général parce que c'est vrai que c'est assez méconnu. On va parler plus précisément donc du thème du handicap et surtout sur ton sport. Est-ce que c'est une discipline qui est ouverte à tous les types de handicap? Est-ce que tu peux expliquer aussi les différents types de handicap, le tien aussi par exemple, pour qu'on puisse comprendre cette thématique assez complexe du handisport?
Oui, tout à fait. En fait, dans pas mal de sports, comme le foot fauteuil où c'est en train de se mettre en place, on classifie les joueurs en fonction du handicap, de manière à ce qu'une équipe soit pas désavantagée par rapport à une autre. Et donc, du coup, en fait, en fonction du handicap et de la sévérité du handicap, un joueur va se voir attribuer souvent un nombre de points ou une classe. Et une équipe peut pas dépasser un certain nombre de points sur le terrain, par exemple. Donc, moi, par exemple, j'ai une myopathie, c'est une maladie des muscles. Ça, c'est assez répandu dans le foot fauteuil. Il y a beaucoup de myopathes qui font du foot fauteuil. Donc, ça, c'est une maladie qui est considérée comme plutôt lourde. Et donc, du coup, entre guillemets, on ne coûte pas beaucoup de points à l'équipe. Après, il y a tous les accidentés de la route. Il peut y avoir des tétraplégiques, plus ou moins lourds, des paraplégiques. Donc, ça, les paraplégiques, c'est seulement les membres du haut du bas, pardon, qui sont touchés. Alors que les tétraplégiques, c'est les 4 membres. On a d'autres maladies génétiques, des maladies rares. Souvent, c'est des maladies moteurs dans tous les cas, mais souvent, c'est des maladies de naissance. Et il y a la maladie des os, des maladies osseuses aussi, la maladie des os de fer, par exemple, etc. C'est en fait toutes les maladies qui empêchent une personne de pouvoir faire un sport valide peuvent faire du foot fauteuil. Et après, elles sont classifiées selon la sévérité du handicap. Est-ce que justement les valides peuvent participer? Il y a des sports, il y a des handisports où les valides peuvent participer. On sait qu'ils coûtent, comme tu disais, plus de points, justement, ou même le maximum. Est-ce que pour le fauteuil, les valides peuvent participer sur un fauteuil? Non, en fait, la spécificité du foot fauteuil, c'est que c'est vraiment un sport qui est dédié aux personnes qui sont atteintes d'un handicap et qui ne peuvent pas faire d'autres sports. Alors, par contre, il y a des équipes qui permettent la pratique du foot fauteuil en loisir pour les valides. Je pense notamment à l'équipe de Castres, qui, eux, ont ouvert leur section parce qu'ils ont assez de matériel aussi. Et donc, du coup, ils ont ouvert leur section à des personnes valides qui viennent faire les entraînements, etc., mais qui ne peuvent pas faire la compétition. D'accord, donc il y a quand même une pratique ouverte, mais pas la compétition. Oui, c'est plutôt des initiations, en quelque sorte. Voilà, des initiations, même des entraînements réguliers, mais de manière en loisir, quoi. Le foot fauteuil, est-ce qu'il reçoit des coups de pouce de son homologue football classique, football à 11? Par exemple, on voit le TFFC, ça ressemble au TFC. Est-ce qu'il y a des liens, des partenariats? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça peut arriver. Nous, on est complètement indépendant du TFC pour l'instant. Malheureusement, on a essayé d'entrer en contact, mais ce n'est pas forcément évident. Et ils soutiennent déjà d'autres associations, notamment le CSI Foot. Donc, du coup, pour l'instant, le TFC n'est pas forcément enclin à participer à notre activité. Mais ça se fait de plus en plus, notamment à Niort. La section des Chamois niortais a créé donc une section foot fauteuil. C'est pareil à Dijon, à Saint-Étienne qui sont très très investis aussi dans le foot fauteuil. J'ai eu l'occasion de faire un tournoi international. Donc il y avait les équipes de foot fauteuil et les équipes de U8, U9 avec nous. Et donc il y avait le président de Saint-Étienne qui était là et quelques joueurs aussi, des pros. Et donc du coup Saint-Étienne sont très investis aussi. Et donc de plus en plus à Nîmes aussi, ils ont signé un accord. Voilà, c'est vraiment en train de se faire, on va dire. Les fédérations travaillent ensemble aussi, mais c'est pas encore partout le cas. D'accord, donc Toulouse a l'air un peu en retard sans leur faire offense à ce niveau-là, mais ça a quand même l'air de se développer pas mal, oui, au niveau national. C'est ça, c'est en bonne voie. Justement, faire un petit parallèle avec Nathan qui est abonné au Stadium, qui va régulièrement au Stadium, et qui a participé avec aussi l'ADIST, la station de défense des supporters, au développement de l'accès PMR. Est-ce que toi, tu te rends aussi à des manifestations, par exemple au Stadium ou à d'autres événements sportifs sur Toulouse? Oui, régulièrement, je vais du coup au Stadium. J'ai jamais encore eu l'occasion d'aller voir un match de rugby, mais je suis allé voir le hand, donc au Palais des Sports. Ouais, de plus en plus, je sors aussi. Je suis un passionné de sport, donc forcément, quand on a des équipes dans l'élite de leur sport, on va les soutenir. Parlant d'élite du sport, donc est-ce que le foot fauteuil est un sport aux Paralympiques, donc qui est parti des Jeux paralympiques qui ont lieu en parallèle juste après les Jeux olympiques valides? Non, pas encore. En fait, ça fait quelques années ça fait quelques manifestations où ils essayent de faire entrer le foot fauteuil dans les Jeux paralympiques, mais en fait, pour qu'un sport puisse rentrer dans les Jeux paralympiques, il faut qu'un autre sport en soit sorti. Donc, du coup, chaque année, il y a 1 ou 2 sports qui sont rajoutés, mais c'est vraiment compliqué pour rentrer là-dedans.
Et donc, du coup, une des conditions, par exemple, pour pouvoir prétendre aux Jeux paralympiques était de faire la classification dont on parlait. Et donc, du coup, là, ça a été mis en place. Et donc, on espère dans les prochaines années voir le foot fauteuil parmi les sports paralympiques. Et il y a des compétitions quand même internationales par équipe, par sélection, par équipe nationale de foot fauteuil? Oui, il y a, donc il y a ce qu'on appelle la Nations Cup. En fait, c'est l'Euro, pour D'accord. faire simple. La France a fini vice-championne de la dernière édition. D'accord. En 2017, 18, 2018, 19. Bon, je sais plus. Mais la France a fini. La France a fini vice-championne d'Europe et elle avait fini championne du monde aux États-Unis. Ça, c'était en 2017. D'accord, donc c'est quand même une nation qui fait partie des meilleurs de son sport. Il y avait des Toulousains dans cette équipe de France, où il y a eu des Toulousains? Oui, bah, du coup, on a 2 Toulousains qui sont champions du monde. Il y en a un qui a quitté le club maintenant, mais qui était au club à ce moment-là. Donc, et on a la gardienne de l'équipe de France qui s'appelle Marie Battistella, donc, qui n'est plus en équipe de France actuellement parce qu'elle a décidé de se reculer un petit peu du sport, mais qui est championne du monde aussi. Et merci beaucoup, Jonathan, d'avoir présenté ton club. Tu vas rester avec nous. On va faire un tour d'horizon. On va présenter différents sports adaptés sur la région toulousaine. On va voir aussi quelques invités. C'est juste après ce petit jingle. Ne bougez pas. Qu'elles ont fait ce soir, les filles du TMB, c'est tout simplement grandiose. C'est devant un palais des sports rempli que le Phoenix Toulouse Handball accueillait Cesson. Allez, on va passer donc au handisport en région sur Toulouse. On va parler d'un club qu'on a déjà reçu, c'est le Blagnac Badminton. Le club, on en avait parlé en mars, on avait eu Anne et Théo début mars. Et aujourd'hui, on a Benjamin Badeau, qui est l'entraîneur donc, de l'équipe qui s'occupe de la section handi, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis salarié du club de Blagnac. Donc, je m'occupe d'une grosse partie des entraînements et dont les entraînements parabad. On appelle ça le parabadminton, nous, le handisport avec handicap physique dans le milieu du badminton. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les règles et les modalités de ce parabad? Alors, pour le parabad, donc, il y a six catégories qui ont été définies par la Fédération internationale qui sont classifiées de 1 étant le plus handicapé et 6 le moins handicapé. Donc, le WH1, ça va être les joueurs en fauteuil qui sont sans abdos. Donc, encore plus compliqué qu'avec les joueurs avec abdos. Donc, WH2, c'est les joueurs en fauteuil avec abdos. Ensuite, il y a SL3, c'est handicap membre inférieur qui est lourd. Donc, je vous expliquerai après les différences par rapport au terrain. SL4, c'est handicap aux membres toujours inférieurs mais léger. SU5, handicap aux membres supérieurs, donc rien au niveau des membres inférieurs. Et SH6, qui sont les personnes de petite taille. Donc, il y a ces 6 catégories qui sont définies. Au niveau des terrains, les SL4, donc à partir de SL4, SU5 et SS6 jouent sur le même terrain que les valides, donc le grand terrain. Donc, pour ceux qui ont un handicap, un membre inférieur léger, des petites tailles, ont le même terrain que nous. Et ensuite, les autres joueurs, donc les joueurs qui sont en fauteuil avec ou sans abdos, jouent sur demi-terrain sans la zone avant. Donc, on enlève un espace de 2 mètres dans la zone avant et ils jouent sur demi-terrain en largeur. Et enfin, les SL3, donc ceux qui ont un handicap aux membres inférieurs mais qui sont quand même debout et qui ont un handicap fort, eux jouent sur tout le demi-terrain. Donc voilà à peu près, le filet ne change pas, c'est la même taille de filet pour tout le monde. Il y a seulement des adaptations de terrain qui sont mises en place. Comment ça se passe la compétition? Chaque catégorie, chaque classification de handicap affronte forcément la même classification ou il peut y avoir des matchs croisés entre différentes catégories? Est-ce que des valides peuvent participer aussi? Comment ça se passe, les compétitions? Alors, à l'international, c'est regroupé par catégorie. Effectivement, les WH1 jouent entre eux, les H2 entre eux, les petites tailles jouent entre eux. Chacun est dans sa catégorie. En France, pour les championnats de France parabad, c'est aussi par catégorie. Donc, on sépare chaque joueur en fonction de son handicap pour que ça corresponde le plus en termes de niveau aussi. Vous doutez bien qu'en fonction du handicap, ça va permettre plus ou moins de motricité
Et de faire jouer quelqu'un en fauteuil contre quelqu'un debout, ça creuse des écarts. Sur les autres compétitions qu'il y a en France, donc le championnat de France Parabad rassemble quasiment tous les joueurs qu'on a sur le territoire. Les autres compétitions, les joueurs ne se déplacent pas forcément. Donc, c'est compliqué d'avoir assez de joueurs dans chaque catégorie. Donc, ça arrive qu'on regroupe certaines catégories. On peut en regrouper 2, mais voilà, on n'en regroupe jamais les 6 pour qu'il y ait assez de joueurs dans les catégories. Des valides dans les catégories Parabad, ça, il n'y a pas. Par contre, on est en train de mettre en place, là, on a commencé cette année, des joueurs Parabad avec les valides. Donc, on appelle ça des compétitions inclusives. Donc, ça permet aux joueurs qui ont un handicap de jouer contre des valides. Et donc là, on a 2 ans, on a déterminé 2 ans d'années de test, que ce soit par rapport au terrain ou par rapport aux points, pour voir ce qui est le plus juste, entre guillemets, ou qui permet de faire les matchs les plus intéressants. Donc, adapter le terrain pour le valide ou rajouter des points pour le joueur Parabad. Voilà, on teste différentes formules sur les compétitions. Au niveau du club de Blagnac, ça fait longtemps que vous pratiquez le Parabad. Comment ça se passe aussi pour les entraînements? C'est des entraînements à part, il y en a plusieurs. Comment ça se passe? Alors, il y a des joueurs avec handicap vraiment depuis 6 ou 7 ans, je crois, au niveau de l'historique. Moi, je suis arrivé au club de Blagnac il y a 5 ans. Donc, la section venait d'être créée. J'ai repris ça. On a un créneau le mercredi qui est ouvert à tout le monde. Donc, à tous les joueurs avec handicap, ils peuvent venir jouer en jeu libre avec un initiateur du club. Donc, ça permet de venir tester sur ces créneaux-là qu'on fait les essais aussi. Le lundi, on a un créneau entraînement avec moi. Donc là, c'est pour les joueurs qui veulent plus faire de la compétition, participer au championnat de France. Et après, on intègre aussi les joueurs avec handicap sur les créneaux avec les valides. Donc, on leur demande quand ils arrivent dans le club, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Parce que certains veulent surtout pas être dans un groupe avec que des joueurs avec handicap. Donc, eux, on les intègre sur des créneaux avec des valides. D'autres, au contraire, s'éclatent de se retrouver avec les copains qui ont des handicaps aussi. Donc, on laisse le choix et ensuite, on a plusieurs créneaux à proposer. Comment ça s'est mis en place à Blagnac? C'est des personnes handicapées qui voulaient faire du badminton sur le niveau contacté, ou c'est vous qui avez voulu mettre en place cette section-là et qui avez cherché à démarcher des possibles sportifs handisport? Comment ça s'est passé? Alors, c'est parti d'une maman en fait, qui avait ses 3 enfants qui faisaient du badminton. Et elle s'est retrouvée en fauteuil suite à un accident. Et à force de voir ses enfants jouer, elle s'est mise un peu au bad. Et puis, elle s'est mise vraiment au bad voilà, il y a 6-7 ans dans le club. Et ça lui a beaucoup plu. Et c'est elle qui a lancé les démarches pour que le club puisse aussi accueillir des joueurs avec handicap. Donc, c'est parti de cette femme-là. Moi, j'ai pris le relais quand je suis arrivé pour continuer à développer la section. Je les ai accompagnés aussi sur les événements. On a créé quelques événements. Et voilà, la section grandit de plus en plus. Et cette année, on a 6 joueurs avec handicap dans le groupe Parabad. Et du coup, toi, tu as un diplôme d'entraîneur? C'est un diplôme d'entraîneur classique ou c'est un diplôme d'entraîneur adapté? Comment ça se passe au niveau du handisport, les différents diplômes? Alors, dans le monde du badminton, il n'y a pas de diplôme professionnel spécifique au parabadminton. Donc, moi, j'ai mon diplôme d'entraîneur, j'ai mon DE de badminton, mais on nous apprend pas grand-chose sur le handicap lors de ce diplôme. Donc, moi, j'ai fait une recherche personnelle. Il y a un diplôme fédéral qui s'est créé il y a 2 ans. Donc là, justement, pour le parabadminton. Donc, j'ai suivi cette formation pour avoir des connaissances en plus. Et c'est surtout sur le terrain que j'ai appris. J'ai fait des stages avec d'autres entraîneurs. Et vu qu'il y a peu de documents, c'est surtout du questionnement. Donc, c'est voir toutes les connaissances que j'ai par rapport aux valides et la technique qu'on fait travailler aux valides. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des joueurs qui ont un handicap? Et vu que les handicaps sont tous différents, et moi, je questionne beaucoup les joueurs, savoir ça, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire? Alors, vous ne pouvez pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut le faire autrement? Donc, voilà, c'est du travail de réflexion, il faut innover, il faut voir comment le joueur peut jouer du mieux possible avec sa technique. De ce que tu dis, on a l'impression qu'on est quand même au début vraiment de cette pratique-là. C'est en train de se développer de plus en plus. Il y a beaucoup de clubs en France où c'est encore assez confidentiel. Oui, c'est le début. C'est le début. Les premiers championnats de France parabadminton ont eu lieu en fin 2014.
D'accord. Donc ça fait, on va dire depuis 2015, ça fait 5 ans que ça se développe en France. Rapidement, on a eu un joueur qui est champion du monde, là, Lucas Mazur, qui est champion du monde dans la catégorie SL4. Donc ça a attiré un peu les lumières sur lui. Donc il y a du budget qui a été mis sur les joueurs haut niveau, on va dire, en para-badminton. Ils sont 3 ou 4. Et par contre, sur le développement de la pratique dans les clubs, il n'y a pas beaucoup de budget qui a été mis et c'est un peu au club de se débrouiller tout seul. Donc certains clubs commencent à le faire. On voit sur les compétitions, sur le championnat de France notamment, qu'il y a de plus en plus de joueurs, que les joueurs sont mieux accompagnés. Avant, ils venaient tout seuls ou avec leur famille. Maintenant, on voit moi, ça fait 5 ans que j'y vais avec eux et on voit de plus en plus d'entraîneurs de clubs qui accompagnent ces joueurs-là. Donc, c'est une pratique qui est en développement. Ça se fait dans les clubs. Il y a des documents qui sont créés aussi par la fédération pour accueillir, pour faire de la communication, pour accueillir les joueurs parabad. Mais effectivement, c'est le début et il y a encore beaucoup de travail. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Jonathan par rapport au foot fauteuil. Est-ce que le parabad est un sport paralympique? Alors, ça devient un sport paralympique à partir des prochains JO. Donc, normalement cet été, mais du coup, ce sera l'année prochaine. D'accord. Donc oui, là pareil, on imagine il va avoir plus de visibilité et donc aussi peut-être un développement plus important après ces Jeux paralympiques. C'est ça, là, comme je disais, la fédération a beaucoup misé sur Lucas Mazur qui a eu des médailles d'or au championnat du monde. Et donc, s'il arrive à faire une médaille d'or ou même une médaille aux Jeux olympiques, ça permettra peut-être d'avoir plus de visibilité et d'améliorer le développement. C'est sûr, ça ferait quand même une médaille olympique, ça fait toujours une belle vitrine. Nathan, Xavier, Jonathan, est-ce que vous avez des questions pour l'invité sur le parabad? Vous avez pas dit, vous êtes à peu près combien à pratiquer ce sport du coup à Blagnac? Alors à Blagnac, on est 6 cette année. Ça varie entre 2. Il y a des saisons, on a été 2. En général, c'est 3-4 joueurs. Et là, cette année, c'est la première fois où il y a vraiment 6 joueurs dans le créneau parabad. Et après, on a 1 ou 2 joueurs, là, je ne pourrais pas vous dire exactement, qui ont un handicap léger, on va dire. Donc, ils peuvent quand même bien se déplacer sur le terrain, qui sont, eux, intégrés sur les groupes valides. Dans le groupe parabad, vraiment parabad qui est avec moi le lundi, c'est 6 joueurs. C'est chouette, ça évolue, ça monte de plus en plus. C'est ça, ça monte et du coup, le groupe se construit, progresse et les autres clubs voient ça aussi. Parce qu'à Toulouse, il y a d'autres clubs qui essaient de développer ce monde-là et qui n'ont pas forcément la même structuration que nous. Et donc, les joueurs, quand les joueurs voient le développement qu'on a à Blagnac, on a des arrivées au club. Des joueurs qui viennent là pour avoir plus d'entraînement, pour avoir plus de conseils. Et tu parlais de handi et de parabad. Est-ce que vous avez aussi du sport adapté en fait? Alors, le sport adapté n'est pas géré par la Fédération française de badminton, c'est géré par la Fédération du sport adapté. Il y en a aussi dans les clubs. Alors, je ne connais pas de section sport adapté là, dans les clubs en Occitanie. Je sais que certains clubs travaillent avec des établissements pour faire pratiquer le badminton à ces personnes-là. Nous, on n'a pas de section à Blagnac. On a des joueurs avec handicap mentaux. On en a un chez les jeunes qui est intégré dans un groupe avec les jeunes. Et voilà, pour l'instant, on n'a pas fait de partenariat avec des établissements. Nous, on ne peut pas accueillir sans aide supplémentaire, on va dire, juste avec moi, parce que ça nécessite un encadrement qui est plus important. On n'a pas encore développé ça. Les seules choses qu'on peut faire, c'est intégrer ces joueurs-là sur des créneaux valides quand c'est possible. Moi, j'avais une question concernant peut-être le matériel. Les gens qui pratiquent en fauteuil, du coup, est-ce que le matériel est fourni par le club ou c'est les gens qui viennent avec leur propre fauteuil pour pratiquer? Alors, il y a les deux. Nous, on a 3 fauteuils au club. Là, maintenant, on a pu se munir de ces fauteuils-là au fil des années avec des subventions, avec des investissements du club. Donc, il y a un fauteuil qui est utilisé par la maman dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a 2 autres fauteuils qui peuvent être utilisés pour les joueurs qui viennent tester ou qui veulent venir faire du badminton. Alors, on a 3 joueurs 3 fauteuils vraiment spécialisés pour le badminton.
Et on prête aussi au début tout ce qui est raquettes, volants. Et après, on demande aux joueurs d'avoir leur raquette. Mais voilà, donc, tout ce qui est en termes de fauteuil, on le prête. Et là, les joueurs qui ont déjà fait un peu de badminton viennent avec leur fauteuil aussi. Donc, on a les 2 cas à Blagnac. Ok. Mais c'est des fauteuils spécifiques ou ça peut être des fauteuils… Par exemple, moi, j'ai un fauteuil que j'utilise quotidiennement qui est pas forcément un fauteuil de sport, même si c'est un fauteuil qui est quand même assez maniable. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de fauteuil ou il faut spécifiquement un fauteuil de sport? Non, on ne peut pas parce que le problème, c'est les roulettes qu'il va y avoir à l'arrière. C'est que si vous avez un fauteuil du quotidien, dès que vous vous penchez un peu en arrière, vous allez tomber. Donc, il faut absolument des roulettes anti-bascule. Après, ça peut être des fauteuils de sport. Il y en a qui viennent avec des fauteuils de basket, des choses comme ça, qui ont aussi ces roulettes-là, qui permettent de ne pas tomber en arrière. Donc, qui sont moins spécifiques au badminton, notamment basket, ils vont être plus lourds parce qu'ils vont avoir des protections renforcées devant. Nous, on n'en a pas besoin en badminton, mais pour commencer, ce n'est pas un problème. On peut très bien jouer avec ça. Mais voilà, la spécificité, c'est qu'il faut qu'il y ait ces roulettes à l'arrière. Et en général, les fauteuils de sport ont aussi les roues qui sont inclinées, qui permettent des déplacements plus simples et plus rapides qu'avec un fauteuil du quotidien. D'accord. Benjamin, avant de te laisser, est-ce que tu peux justement, pour si jamais on a des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient tester le badminton, est-ce que tu peux nous dire, bien sûr, à la reprise, à la fin du confinement, comment ça se passe pour vous rejoindre, pour faire des essais, pour avoir des informations? Alors, vous avez tout sur le site du club. Donc, j'ai plus l'adresse exacte, mais vous tapez Blagnac Badminton sur Google, vous allez trouver toutes les informations. En plus, je suis en train de mettre à jour tout le site. Donc, dans l'onglet Contact ou dans l'onglet Para-Badminton, vous avez toutes les informations. La responsable de la commission Para-Badminton, c'est Florence Delgal. C'est la maman dont je vous parlais tout à l'heure qui est en fauteuil, qui se fera un plaisir de vous accueillir, de vous donner d'autres renseignements. N'hésitez pas à l'appeler ou lui envoyer un message. Et voilà, à partir de septembre, on fait de toute façon, il y a des séances d'essai, on fait aussi des journées portes ouvertes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'avez pas de matériel, à venir tester et à venir vous faire un premier avis du badminton. Et merci beaucoup, Benjamin Badeau, donc l'entraîneur de Parabad de l'équipe du Blagnac Badminton Club, d'avoir répondu à nos questions. Et si jamais vous nous regardez, vous avez envie de devenir, pourquoi pas, bénévole, d'aller filer un coup de main au club, ou si vous êtes en situation de handicap et que vous voulez découvrir ce sport, voilà, n'hésitez pas et allez vers ce club très sympathique qu'on a déjà eu plaisir à recevoir. Bon après-midi et à très bientôt, Benjamin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. À bientôt. Donc, on va parler d'autres sports qui se pratiquent sur Toulouse. On va parler du basket fauteuil avec le Toulouse Iron Club. C'est un club qu'on avait déjà reçu dans la toute première émission quand on était au Palais des Sports. Xavier, tu peux peut-être un petit rappel. On vous invitera bien sûr à aller revoir cette émission où on avait reçu le président, l'entraîneur qui, eux, étaient vraiment rentrés dans les détails et qui nous avaient expliqué absolument tout de ce sport-là. Xavier, tu peux nous refaire une petite présentation de ce sport? Ouais, c'est du basket. Alors, il n'y a pas énormément de changements par rapport au basket valide puisque c'est aussi du 5 contre 5. Dans les fauteuils dont Benjamin parlait tout à l'heure avec les roues inclinées et quelques renforts parce que ça reste quand même un sport où il peut y avoir des contacts qui est très intense. Mais ensuite, voilà, il n'y a pas énormément de changements. Et donc, pour parler du Toulouse Iron Club, donc, effectivement, qu'on a déjà reçu, c'est un club qui est assez vieux, qui a été fondé en 77. Et qui compte un joli palmarès, plusieurs titres de champion de France, 3 Coupes de France si je ne dis pas de bêtises, et régulièrement des participations à la Coupe d'Europe. Mais il ne faut pas oublier que derrière ça se cachent d'autres sections en fait, dans ce club, notamment d'athlétisme, de natation, de tennis ou de ski nordique également. Voilà. Donc c'est un club certes qui brille par sa section basket, mais à la base qui se voulait quand même omnisport. D'accord, donc oui, c'est quand même un club intéressant puisqu'il permet, comme tu dis, les pratiques de beaucoup de sports adaptés. Il y a, pour compléter ce que tu disais, il y a aussi cet aspect qu'expliquait aussi Jonathan tout à l'heure, c'est qu'il y a des catégories de points par rapport au degré de handicap.
Et là, par contre, les valides peuvent jouer, mais c'est donc ceux qui coûtent entre guillemets le plus de points. Donc, tu peux pas mettre forcément Oui. beaucoup de valides ou tu es obligé de jongler avec les handicaps. C'est vrai que pour le coup, il y a peut-être ça ajoute un aspect sport tactique qui n'existe pas forcément. Enfin, déjà, le basket est quand même un sport très tactique, mais ça ajoute encore à handi-basket ou basket fauteuil, il y a un aspect encore plus tactique et gestion des effectifs qui n'existait pas. C'est sûr qu'il faut y réfléchir. Après, ça reste, je pense que même pour un valide, ça reste un sport qui est très particulier puisque voilà, le fauteuil est assez lourd à gérer et pas forcément, c'est pas forcément intuitif, en particulier pour quelqu'un de valide qui déjà n'est pas confronté à l'utilisation d'un fauteuil roulant au quotidien. Donc voilà, mais on voit, on peut, je pense, très facilement trouver des matchs de basket fauteuil sur Internet. Ça reste un sport qui est très intense. Et à ce niveau-là, en tout cas, dans les premières divisions, c'est des vrais athlètes qui sont certes paraplégiques, hein, souvent le handicap classique, c'est effectivement une paralysie des jambes, mais avec un haut du corps qui reste très, très mobile, très puissant. Donc, c'est là aussi où c'est une pratique qui n'est pas forcément non plus adaptée à tous les handicaps, du coup, forcément. Effectivement, et pour avoir vu déjà l'entraînement, on a eu l'occasion de voir l'entraînement après une émission ou pour voir les matchs du TIC, du Club, pardon, qui diffusent sur YouTube la plupart de ces matchs. C'est quand même un sport assez spectaculaire. Jonathan, vous avez eu l'occasion de voir des matchs de basket fauteuil ou d'en pratiquer ou de faire des essais? Est-ce que c'est un sport que vous connaissez? Le basket, j'ai pratiqué ça quand j'étais au lycée, parce que j'étais dans un lycée adapté du coup. Et on faisait des petites initiations. Alors, c'est quelque chose qui me plairait bien, moi, mais comme l'a rappelé Xavier, en fait, c'est quelque chose qui est quand même adapté pour un certain type de handicap. Donc, c'est quand même en général tout ce qui est paraplégique. Les gens, ils sont quand même assez puissants du haut du corps. Ils ont quand même des difficultés, des facilités de déplacement que j'ai pas. Donc, c'est un loisir, pourquoi pas le pratiquer, mais c'est vrai que pour tout ce qui est compète et tout, c'est pas évident. C'est pareil pour moi. C'est vrai que c'est un sport qui demande quand même un minimum de capacité physique, notamment au niveau du haut du corps. Et donc, forcément, quand on ne les a pas, on va se tourner vers d'autres sports. Clara, on va parler volley. Attends, spécialiste volley, tu es habitué au spacer ou même à pratiquer toi-même le volley dans un gymnase. Tu vas nous parler d'une forme de volley, handi-volley qui est assez répandue et qui même se rapproche beaucoup finalement du volley classique. C'est le volley assis. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles, comment ça se pratique rapidement, si tu as des lieux? Du coup, pour vous parler du volley assis, ça se joue comme le volley normal. Les règles restent les mêmes. Par le terrain qui change, donc qui est un peu plus petit, il est plus adapté, donc il fait 10 mètres sur 6 mètres. Le filet, alors c'est comme pour les catégories hommes et femmes. Donc là, le filet, donc du coup, comme on joue assis, le filet est beaucoup plus bas. Il est qu'à 1,15 m pour les hommes et 1,05 m pour les femmes. Après, pour les équipes, ça ne change pas. On est 6 contre 6. Le seul but du jeu, en gros, c'est qu'on est tout le temps assis. Voilà, les fesses doivent toujours rester en contact du sol. Si on doit se déplacer sur la surface, on doit s'aider à l'aide des bras, des jambes. Mais voilà, toujours rester assis. Si l'arbitre voit qu'on se soulève, qu'on n'a pas les fesses collées au sol, on perd. C'est un sport qui vraiment permet de jouer avec tout le monde. Au niveau international, les seules conditions qu'il y a à voir, en fait, c'est comme l'expliquait, c'était le président du TIC qui nous l'avait expliqué, que les handicaps sont classés. C'est un sport qu'on peut jouer avec tout le monde, donc il se développe de plus en plus, aussi sur la région toulousaine, puisque l'ASU, donc le club de l'Union, depuis 2015 ouvert une équipe de volley assis. Et en début d'année 2020, en janvier, ils ont organisé une des phases de leur tournoi. Et c'est un sport qui prend de plus en plus d'ampleur et qui permet de jouer avec tout le monde.
C'est un sport paralympique, non, ça, tu me disais avant l'émission? Alors, c'est un sport paralympique et donc il est défini comme discipline paralympique depuis 1980. D'accord, donc c'est quand même un sport un peu plus ancien. Mais il y a pas mal de vidéos sur Internet, c'est assez facile de trouver des images de matchs et c'est quand même là aussi un sport assez spectaculaire et assez disputé. Encore une fois, Nathan, Jonathan, c'est des sports que vous avez pu voir, pu essayer. Est-ce que vous connaissiez déjà avant qu'on en parle ici? Alors, je connaissais pas du tout. J'ai pas beaucoup regardé sur Internet. Après, moi, je suis assez curieux de découvrir toute forme de pratique sportive. Donc, à essayer, ça peut être toujours assez intéressant. Mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout de base. Merci Clara d'avoir présenté ce sport. Xavier, rapidement, tu avais aussi vu d'autres handisports sur Toulouse ou pas forcément? Oui, j'ai cherché une pratique de handball handi, voilà, pour faire un handi hand, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais visiblement ça n'existe pas. Mais en revanche, il y a un équivalent, un dérivé plutôt, qui est le goalball, donc qui est un sport qui est destiné aux personnes déficientes visuelles, mais du coup auxquelles les personnes valides peuvent participer. Il suffit de mettre un bandeau. Et en fait, c'est deux équipes de 3 joueurs qui s'affrontent, qui forment une ligne devant un but. Et le but du jeu, c'est de lancer une balle au ras du sol dans le but adverse. Et cette balle, en fait, est sonore, d'où l'intérêt pour les personnes déficientes visuelles. Voilà, je n'ai pas énormément plus d'infos sur ce sport. C'est un peu comme le foot. Hein. C'est un petit peu ça, ouais. Mais voilà, c'est un sport qu'on peut retrouver à Toulouse, puisqu'il est encadré il y a le club de la SPTT Toulouse qui le met en place. Donc voilà, les clubs à SPTT qu'on retrouve un petit peu à travers toute la France, puisque c'est des clubs d'une ancienne fédération de métiers. Et qui sont c'est des clubs qui sont très investis dans les clubs, dans les sports handi et sports adaptés. Et toutes ces infos sont à retrouver notamment sur le site web handisportoccitanie.org. Voilà, pour retrouver toutes ces pratiques. Merci Xavier. Nathan, donc tu es notre expert handisport, tu es quand même quelqu'un d'assez sportif. Est-ce que tu peux nous présenter aussi justement les pratiques que tu as déjà testées? Tu nous parlais de ton lycée adapté et aussi d'autres sports que tu as pu faire ailleurs. Est-ce que tu peux nous présenter ces différentes pratiques adaptées? Ouais. Alors déjà, je suis assez sportif, mais je dirais pas ça. Ça fait un mois que je ne trouve plus le côté sportif en moi. Mais donc du coup, je vais commencer parce que moi, je pratique de manière régulière quand le temps me le permet. L'Aviron au Toulouse Universitaire Club. Donc, il se situe sur l'île du Ramier, à Toulouse, à côté du stadium. Après, il faut savoir que j'ai mis du temps à trouver vraiment un sport qui me convenait bien. Parce que la pathologie, voilà, elle n'est pas forcément adaptée à tous les types de sports. J'y reviendrai plus tard dessus, mais j'ai pratiqué pas mal de sports auparavant aussi. Donc, l'aviron, en fait, j'y trouve vraiment mon compte. Donc déjà, je vais expliquer brièvement ma pathologie. Donc, je suis infirme moteur cérébral de naissance. Donc, c'est avec atteinte des 4 membres et avec une spasticité au muscle. Donc, c'est des raideurs musculaires en fait qui m'empêchent de réaliser des gestes assez simples. Dans la pratique de l'aviron, je m'y épanouis bien parce que en fait, il faut tout faire en force justement. Donc, côté technique, le bateau en fait, il est similaire à un bateau classique. Et il y a des adaptations pour les PMR. Donc, avec des flotteurs sur les côtés pour éviter de basculer et finir dans la Garonne. Donc, l'assise, elle est fixe. Donc, je n'ai pas besoin de plier les jambes et de pousser comme sur un rameur. Et j'ai de quoi scratcher mes jambes parce que du coup, comme dans ma voiture, si je ne les tiens pas, mes jambes, elles partent un petit peu dans tous les sens. Donc, le cadre est plutôt sympa. En fait, je navigue entre le pont de la Rocade et le pont Saint-Michel, là où il passe le tram. Donc, les séances, en général, elles durent 1h30, 2h. Je peux faire à peu près 5 km en séance. Donc, je pratique un loisir depuis maintenant 3 ans, à raison de 2 heures par semaine, si la météo et mon emploi du temps le permettent. Donc, c'est vraiment un sport ultra complet qui va me faire travailler quasiment tout le corps en intégralité, surtout le haut du corps, les épaules, les abdos,
le dos, mais aussi indirectement les jambes, comme elles se contractent toutes seules, ça les fait travailler aussi. La compétition, dans le club, pour l'instant. Hein? La compétition, comme je t'ai dit, j'ai pas forcément le temps d'aller assez souvent au club. C'est un peu compliqué, mais il n'y en a pas des masses des compétitions handi. Mais c'est sûr que si ça se développait et j'avais un peu plus de temps pour le travailler, c'est vrai que ça me plairait parce que j'aime bien ce côté compétition qui motive encore plus que faire du simple loisir. Bon, c'est plus entre guillemets pour un entretien physique, pour vraiment garder un rythme et être bien dans mes baskets. Et sinon, après, dans le club, je suis le seul handi pour l'instant. Chaque année, il y a du passage. L'an dernier, on était 2. C'est un club destiné aux étudiants, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Là, ils devaient travailler sur l'orientation d'un bateau double, en fait, pour pouvoir être 2 sur le bateau en étant en situation de handicap. Et le projet, il a été mis en suspens il y a un moment. Ensuite, concernant les autres sports que j'ai testés, donc j'ai testé la plongée sous-marine au Galatée à Muret. Donc, c'est un club mixte qui possède une section handisport. Donc, j'en ai fait quand j'avais 15 ans. On s'entraînait en piscine. Là, ils font des sorties en mer aussi. Mais à l'époque, je n'étais pas très motivé et ce n'était pas évident parce que j'avais le poids de la bouteille qui me gênait. Donc, je n'arrivais pas trop à pouvoir nager correctement. Mais sinon, c'était sympa, c'était relaxant. C'était le genre de sport que j'aimerais retester aujourd'hui parce que je pense que je pourrais le gérer mieux. Après, j'ai fait des initiations au rugby fauteuil aussi. Donc, j'adore tout ce qui est sport collectif, mais c'est clairement pas fait pour en pathologie, comme je le rappelais tout à l'heure avec le basket. La plupart des sportifs qui pratiquent en fait le rugby sont des paraplégiques. Comme je disais, ils ont clairement tout le tonus nécessaire dans les bras. Et c'est clairement ce qui me manquait. J'ai déjà essayé. Il faut faire plein d'allers-retours. Il faut arriver à gérer la précision des passes en arrêtant le fauteuil. Donc, c'est vraiment ultra technique. Et, après, j'ai testé une fois. Donc, c'est vrai qu'avec un peu d'entraînement, ça irait peut-être mieux. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile. Ouais. Par exemple, ils avaient des bras, ça ressemblait à des mollets, quoi. Et quand ils tombaient, ils se relevaient à la force de leurs bras, quoi. Donc, on va dire que j'étais loin du niveau. Ensuite, j'aimerais comme sport tester le handbike. C'est un vélo qui est destiné au handi, et les pédales, elles sont au niveau des bras, en fait. Donc, on est en position semi-allongée, et le but, c'est de faire travailler exclusivement que les bras. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas masse de matériel disponible, et le seul moyen de s'en procurer un, c'est la gamme la plus abordable, elle est à 3 000 €. Donc, on va dire que c'est un coût. Voilà, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le budget lié au handicap il est quand même assez onéreux. Mais c'est quelque chose qui me tente très bien parce que c'est des gestes en fait répétitifs. Et comme j'ai dit, moi, en fait, tout ce que je peux faire, c'est avec de la force. Tout ce qui est en termes de sport où je dois faire travailler un petit peu ma motricité, c'est un peu plus dur. Mais en force, c'est vraiment le truc qui est le plus adapté pour moi. Donc, enfin, j'étais dans un lycée adapté aussi aux personnes handicapées, donc au centre de la garde à Ramonville. Donc, j'ai eu des cours de PS adaptés aussi. Et j'ai testé tout ce qui est slalom en fauteuil, basket et badminton aussi. Donc, voilà, pour le petit point sur les sports que j'ai pratiqués. Tu as fait du ski, il me semble aussi, je crois, sur des stations adaptées. Ouais, j'ai oublié le ski. Tu connais mieux ta vie que toi-même. C'est ça. Et du coup, j'ai pratiqué le ski, mais de manière… en fait, il y a un moniteur qui est situé en fait sur un monoski en fait. Il a une sorte de coque devant où il s'appuie en fait. Et moi, je suis dans cette coque-là. Et soit c'est sur un monoski, soit les skis sont séparés en fait. Lui, il a ses propres skis et il pousse une sorte de chariot qui a des skis aussi. Donc, j'ai testé ça. Et après, j'ai testé de manière autonome aussi. Donc, de manière autonome, si j'avais des bâtons comme des bâtons ski, un peu plus différents pour travailler en fait l'équilibre. Et après, c'était difficile aussi parce qu'en fait, il faut un sacré équilibre. En fait, il faut avoir un handicap avec… là, c'est pas forcément la force dans les bras, mais c'est plutôt l'équilibre à travailler et la dissociation. Aller à gauche, vraiment pas s'avachir complètement à gauche, mais arriver quand même à doser un certain équilibre. D'accord. Donc voilà. À côté de tous ces sports, tu relates aussi toutes tes expériences de personnes à mobilité réduite face à différentes situations du quotidien et tu relates toutes les activités de la vie quotidienne ou même les loisirs dans une sorte de blog. Tu as une association, est-ce que tu peux en parler?
c'est ça. Alors, j'ai créé mon association à la base pour récolter des dons concernant les soins médicaux. Par exemple, je suis allé faire des séances de kiné et me faire opérer à Barcelone. Donc, c'est pas pris en charge par la Sécu en France. Donc, il fallait se débrouiller. Je passais par des associations, par diverses associations, mais c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pris l'initiative de créer la mienne. Donc, voilà, mettre pour les soins médicaux, pour l'obtention de matériel relatif au handicap. Donc, ça peut être tout ce qui est équipement d'une voiture, un fauteuil ou le vélo que je parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est peut-être un projet pour, si j'ai vraiment envie plus tard de m'en prendre peut-être de le faire à l'aide de l'association. Donc, j'ai créé une page Facebook, un site internet. Moi, je suis plus actif sur la page Facebook. Comme tu le dis, elle permet de retranscrire et de transmettre mon expérience vécue avec des petites chroniques, en fait, sur l'adaptation de lieux, des bons plans concernant l'achat de matériel aussi. Donc, comme là, on est dans une période un peu compliquée et que j'avais pas mal de boulot pour la fac, j'ai pas trop publié depuis un moment, mais dès que le confinement sera terminé, je m'y remettrai. Donc, après, on fait avec des associations partenaires quelques événements comme des greniers, des foires au disque pour récolter des dons. Donc, normalement, il aurait dû y avoir une foire le 19 avril, mais elle a été reportée en octobre à cause du Covid. Donc, voilà, c'est à quoi elle me sert. Elle me permet de relater pas mal de choses dessus, relatives au handicap. Donc voilà, donc sur Facebook, c'est dans les pas de Nathan, et les sites internet, c'est pareil, c'est dans les pas de Nathan. Ouais, c'est une adresse un petit peu plus compliquée. Je l'ai sous les yeux, je peux te la dire si tu veux. Donc, c'est dans-les-pas--nathan-85.webself.net. On mettra le lien sur la vidéo, ce sera plus simple. Sinon, allez-y par le Facebook, n'allez pas de Nathan, je pense que vous l'aurez plus facilement. En tout cas, le site, il est bien fait, il y a pas mal d'expériences. Tu racontais aussi des vacances, des villes que tu avais faites et qui étaient plus adaptées que d'autres. Donc, ça, vraiment, c'était pas super dans l'e-sport. Voilà, ça dépasse le cadre du sport. Après, j'ai parlé pas mal aussi du sport parce que je suis un passionné de sport. Par exemple, j'ai parlé de mon expérience quand je suis un stade Vélodrome, l'accueil, la manière de se procurer les billets. J'ai parlé de mon expérience du fait de ma pratique de l'aviron aussi. Mais après, voilà, c'est pas axé que sur le sport. J'ai fait aussi concernant l'équipement de ma voiture, comment s'y prendre, comment il faut entamer les démarches, quelles auto-écoles peuvent accueillir les personnes handicapées. Donc, c'est vraiment très varié, quoi. J'essaie d'avoir un point de vue global. J'essaie un petit peu de faire un petit peu comme un guide de Michelin pour la personne handicapée, quoi. C'est un peu l'objectif, quoi. On parle des freins au niveau du handicap. Donc, il y a déjà le handicap en lui-même, mais il y a aussi le souci financier, mais il y a surtout un vrai manque de connaissances et d'accès à l'information pour pas mal de personnes en situation de handicap qui ne connaissent pas les aides auxquelles elles ont droit, qui ne savent pas comment obtenir différentes choses. On a aussi beaucoup d'activités, de choses du quotidien qui sont adaptées dans certains coins de France qui ne sont pas ailleurs. Donc, ça permet oui, un guide de route, on va dire, où tu partages ton expérience et tes retours positifs et négatifs. Voilà, par exemple, dernièrement, j'ai fait par exemple une chronique sur une application qui a été mise en place par le groupe Total, en fait, qui permet en fait d'avoir une personne qui vient aider à mettre le plein à la voiture quand tu te trouves en fait devant une pompe à essence dans une station Total. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'étais la seule personne handicapée de France à m'en servir, je crois. Chaque fois que j'y allais, les personnes elles me disaient ah mais on connaît pas du tout, on sait pas comment ça marche. Donc voilà, en fait le handicap, j'essaie en fait d'essayer de relater ça parce que déjà que c'est un merdier sans nom, j'ai l'impression qu'on ne fait pas tellement de choses pour le faciliter. Et c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle moi par rapport à ce que je peux faire par l'intermédiaire de ma page Facebook. Mais c'est vrai que ouais, ça mérite d'être plus mis en avant et d'être plus facilité, quoi. Merci beaucoup Nathan pour ton témoignage. Donc, dans les pas de Nathan, n'hésitez pas à le suivre ou à filer un petit coup de main à l'occasion des différents événements. Jonathan, on va te laisser le mot de la fin. Déjà, une autre question que je n'ai pas posée plus tôt. Est-ce que tu pratiques à côté de ça d'autres sports, d'autres handisports ou tu te contentes, entre guillemets, du foot fauteuil? Non, du coup, à côté de mes études, j'ai le temps que pour le foot fauteuil pour l'instant. Mais comme Nathan, j'ai pu expérimenter plusieurs sports comme le ski fauteuil aussi. La boccia, qui est une sorte de pétanque pour personnes handicapées. La sarbacane, bon, ça c'est, comme le disait Renaud, la sarbacane, c'est l'arc à la bouche, si on peut dire ça. Et voilà, donc il y a différents sports comme ça que j'ai pu tester au cours de ma jeunesse. Mais voilà, aujourd'hui, je suis à fond dans le fauteuil.
Pour terminer, si on veut, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des initiations au Toulouse Foot Fauteuil Club pour des personnes en situation de handicap qui voudraient découvrir? Est-ce que vous êtes ouvert à des bénévoles? Vous faites des initiations? Voilà, si tu peux lancer ta pub, c'est maintenant. Alors, oui, effectivement, des bénévoles. On est toujours à la recherche de bénévoles parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Et donc, si des gens sont intéressés pour venir nous donner un coup de main et pour participer un peu à la vie de l'association, c'est avec grand plaisir. Après, en termes d'initiation, on va essayer d'en mettre en place à la rentrée, là, en septembre. Donc, notamment pour des personnes à mobilité réduite qui veulent essayer ce sport. Mais je pense qu'on pourrait aussi organiser, pour les gens qui sont curieux de découvrir le fauteuil juste comme ça, d'organiser 1 ou 2 événements pour faire venir essayer les fauteuils à du monde. Et enfin, si on veut suivre vos résultats, si on veut suivre, il y a un site internet ou une page Facebook, comment c'est? Il y a une page Facebook en fait, donc c'est Toulouse Foot Fauteuil Club, donc très simple. Et il y a aussi un site internet qui est tffc.fro.com, je sais plus. On mettra le lien sur la vidéo. Parfait. Et merci beaucoup Jonathan d'avoir pris le temps de répondre aux questions. On remercie aussi Benjamin du club de badminton d'avoir participé. Merci aussi à Clara pour cette petite chronique sur le volley assis. Merci Nathan d'avoir présenté ton association, dans les pas de Nathan, d'avoir livré aussi ton expérience de sportif en situation de handicap. Et merci aussi à toi Xavier d'avoir participé à cette émission et de nous avoir aidé à préparer. Quant à nous, on se retrouve très vite. D'autres émissions arrivent. On a déjà une émission quiz que Xavier a pu animer la semaine dernière, que vous pouvez retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. D'autres émissions arriveront très prochainement. D'ailleurs, on attend, si tu as envie de dire 2 mots, tu as l'émission FDM Toulouse qui a été diffusée ce samedi en direct, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, avec Étienne Capou, donc l'ancien joueur du TFC, qui a été notre invité exceptionnel et qui a répondu à nos questions des violets, de la liste et aussi donc de la feuille de match. Quant à nous, au niveau de la Club Toulouse, on reviendra très rapidement avec d'autres sportifs et d'autres clubs qui pourront nous parler de leur confinement, de leur fin de saison. Comme je vous disais en intro, on devrait avoir très rapidement les Spacers, qui est un club que nous suivons pas mal, pour parler mercato, pour parler saison prochaine et aussi bilan de cette saison tronquée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne semaine et un bon confinement et on se retrouve à très bientôt. Allez, au revoir.